Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Brigitte. Mère une première fois à 43 ans, puis à 47 ans, elle vit aujourd'hui une seconde jeunesse. Je réalise que j'ai plutôt des jeux d'enfants, sans parler de la trottinette. Je joue au ballon, je joue à cache-cache avec mes enfants. C'est vraiment des jeux d'enfants à 47 ans. Et aussi l'histoire de Mathieu que sa maman a eu à l'âge de 40 ans et qui va aujourd'hui sur ses 18 ans. Qu'on dise que mes parents ils sont vieux quoi, enfin... Je sais pas, j'aime pas ça quoi, enfin... Tu te sens attaqué quand on te dit ça? Bah c'est plus mes parents qu'on attaque, c'est un peu qu'on les insulte quoi, c'est une façon de dire oui, c'est des vieillards un peu. Ou encore l'histoire de Christiane. Enceinte à 40 ans, elle a accouché d'un enfant trisomique. J'ai beaucoup culpabilisé à ce moment-là. Pardon. Oh, mais... C'est passé maintenant, ça y est, vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah non? Non, c'est pas passé, je suis heureuse. Ah mon Dieu, je suis maman, c'est ma vie. Mais avec le recul, c'était pas raisonnable. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Merci au public, merci pour tous nos invités. Nous allons parler de stars pour commencer, de Madonna, de Brooke Shields, de Julia Roberts. Toutes ces stars qui ont un point commun, elles ont fait un bébé à 40 ans passés. C'est vrai que depuis quelques années, les vedettes quadragénaires, comme on dit, sont de plus en plus nombreuses à afficher fièrement leur gros ventre dans les magazines. Leur beau et gros ventre, c'est une tendance qui est forte et qui ne touche pas seulement les people, car les chiffres le prouvent. De plus en plus de femmes ont des enfants et bien souvent leur premier enfant à la quarantaine. Pour essayer de mieux comprendre cette tendance, nous ferons donc le tour des nouvelles connaissances médicales liées à la conception d'un enfant à 40 ans. Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui attendre un enfant aussi facilement à 40 ans qu'à 20 ou à 30 ans? Quel risque engendre une grossesse tardive? Nous traiterons aussi de l'éducation des enfants, car avoir un bébé après la quarantaine, ça signifie aussi avoir un ado quand on a 60 ans ou un enfant qui reste à la maison jusqu'à 30 ans. Ça implique pour les parents d'avoir un enfant sous leur toit jusqu'à 70 ans. On va parler d'un sujet un peu sensible aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir nos courageux invités, s'il vous plaît. Merci. Commencez avec vous, Brigitte. Bonjour à tous. Alors Brigitte, pour commencer cette émission, on va se demander pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui ont 40 ans et qui se posent la question d'avoir leur premier enfant. D'où vient ce désir de maternité au moment où l'horloge biologique commence par la nature à s'accélérer? Brigitte, vous êtes maman de 2 enfants. Vous aviez quel âge quand ils sont arrivés tous les deux? Alors j'avais 43 ans et demi pour le premier et 46 ans pour le second. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à la quarantaine en fait? Alors moi, jusqu'à 38 ans, j'avais une vie de célibataire. Heureuse? Heureuse, avec plein d'amis, des sorties, une vie mondaine. Voilà, donc j'étais très bien comme ça. J'avais plus ou moins fait une croix sur le fait d'avoir un enfant parce que l'âge avançait et en plus, je n'avais pas vraiment rencontré donc, la personne, le futur papa. Donc je m'étais fait une raison en fait. Si votre compagnon ne vous avait pas sollicité, vous en seriez où aujourd'hui? Alors, si Jean-Pierre ne m'avait pas sollicité... Ici présent. Voilà. Je pense que je ne lui en aurais pas forcément parlé parce que je me disais, bon, tu vas avoir 40 ans bientôt et après 40 ans, on sait très bien que c'est pas si simple de faire un enfant. Et pourtant, rappelez-nous à quel âge vous avez eu le deuxième? Le deuxième, je l'ai eu à 46 ans. Incroyable quand même. À quel âge vous êtes mis en couple tous les deux? Vous aviez quel âge? 38 ans. Alors on pose toujours la question des femmes, mais on peut vous poser la question des papas aussi. J'avais 38 ans. Mais moi j'avais 35 ans. Un reportage, je veux me comprendre comment s'est construite votre histoire de famille à tous les deux. Allez Lucas, avance. Sinon je vais te dépasser, je vais te doubler. Tu traverses pas sans moi, hein? Je me surprends moi-même parce que je réalise que j'ai plutôt des jeux d'enfants, sans parler de la trottinette. Je joue au ballon, je joue à cache-cache avec mes enfants. C'est vraiment des jeux d'enfants à 47 ans. C'est ce qui va peut-être me permettre de rester encore plus jeune. Brigitte fait partie de ces mamans qui ont eu des enfants sur le tard. Elle avait 43 ans et demi quand Lucas est arrivé, 46 quand Loïc, le petit dernier, a pointé le bout de son nez. Et alors, ils ont quel âge, vos enfants? Eh bien, le dernier a 21 mois. D'accord. Et le premier a 4 ans. D'accord. Quand il a été question d'avoir un enfant, j'ai paniqué à l'idée de laisser tomber déjà certaines activités. Et puis je me posais beaucoup de questions en me disant, est-ce qu'à 40 ans, je vais être capable de materner? Je ne me sentais pas du tout de fibre maternelle. J'avais tiré une croix sur le fait d'avoir des enfants, de devenir maman. Et je comptais vraiment continuer ma vie de célibataire
Pendant quelques années, et Oui, c'est arrivé. c'était complètement imprévu. À 47 ans, Brigitte est une jeune maman, mais elle est consciente qu'elle ne fait pas partie des mamans jeunes. Je me rends compte que à l'école, quand je vais à l'école, effectivement, il y a beaucoup de mamans qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Hein. Je le vois, hein, mais en fait, ça me dérange absolument pas. Je me sens pas âgée par rapport à elle. Quoi. Ah non, ça me pose pas de problème. Puis tu t'entretiens, etc. Voilà, Donc, exactement. Et toi, tu as eu l'envie d'être maman très jeune ou... Ah bah écoute, moi on était 3 enfants dans la famille, donc moi je n'imaginais pas du tout en fait ne pas avoir d'enfants. Hein. Et j'ai eu ma première à 29 ans, bah, comme tu le sais, hein. Mais si j'avais pu l'avoir à 25 plus tôt, oui, bien sûr, je l'aurais fait. Hein. D'accord. Contrairement à toi, Brigitte. Hein. Parce que moi, quand je t'ai connue, toi, t'étais j'avais toute une vie. fringante, t'avais une vie, tu partais au club et tout. Exactement, oui. Je faisais ma gymnastique, je sortais. Et finalement, à l'heure où certaines mamans fêtent les 18 ans de leur enfant, moi, j'en suis... Tu vas fêter les 2 ans bientôt. Bientôt fêter les 2 ans de mon deuxième enfant. Voilà. Qui c'est qui arrive, Loïc? T'as vu papa? Ça va, patate? Hein? Et Loïc? Il est où, Loïc? Jean-Pierre, le conjoint de Brigitte, rêvait de devenir papa. Mais par peur de la réaction de sa femme, il n'en a rien dit pendant leurs 2 premières années ensemble. Ça fait combien de temps que tu avais envie d'être papa, en fait? Ça fait, depuis quand rien de papa, ça fait déjà plus de 10 ans, parce que comme ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, c'est sûr que quand je t'ai rencontré, c'est pas... Étant donné que le premier mois, j'ai ramé comme, comme un beau diable, j'ai pas proposé d'avoir des enfants 15 jours après, donc il a fallu attendre que ça mûrisse en toi, que tu te calmes au niveau de ta vie de célibataire, que tu veux bien fonder une famille. Enfin, du moins avoir une vie de couple normale. Et c'est sûr que, bon, à force que lors des réunions de famille, on se fasse brancher et que tu répondais pas, moi, j'ai commencé à être un peu inquiet. Donc c'est moi qui répondais à ta place, souvent, d'ailleurs. Je répondais pas parce que j'étais pas sûre qu'à mon âge, ça marche, qu'on puisse vraiment faire un enfant, quoi. Tu veux lire? Ouais, attends. Tu veux lire? Loïc et Lucas avec leur papa, qui rient ensemble, qui font des activités ensemble, je trouve ça fabuleux, quoi. Si Jean-Pierre ne m'avait pas parlé d'enfants, il y a de grandes chances que je sois passée à côté de ça. Disons que mon âge ne t'a pas gêné, quoi. D'ailleurs, tu y croyais, tu quoi. faisais pas ton âge, d'ailleurs. À tu y l'époque, croyais. non, mais non. Finalement, tu peux le dire, hein, tu as de la chance de m'avoir rencontré. Hein. Oui, finalement, grâce à lui, j'ai vraiment eu 2 beaux enfants. Mais à l'époque, vous allez le regretter, à mon avis. À l'époque, tu faisais moins de tournage. À l'époque. À l'époque. Vous l'aviez pas entendu, celle-là, au moment du tournage de reportage? Mais je pensais pas que ça allait être Ça se réglera à la maison ou ça se réglera ici après l'émission? C'est très bien comme ça? Très bien le reportage, oui. Ça vous fera un beau souvenir de début de votre vie de maman. Vous auriez pu passer à côté de ça, franchement? Là, je me rends compte que je serais passée vraiment à côté de quelque chose de fabuleux. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Mais vos amis de votre âge qui étaient déjà mamans, etc., quel regard vous portiez sur elles à l'époque? À l'époque, je les voyais avec leurs enfants en famille. Je me disais qu'elles étaient sûrement heureuses. Hein. Mais il y avait des moments aussi où je les voyais un petit peu galérer avec leurs enfants. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Ça dépend quelle partie du verre on veut voir. Alors, quoi, voilà, aussi. exactement. Ouais. Ouais. Vous l'avez fait pour lui, pour vous, le bébé? Je l'ai fait en premier pour lui. Pour lui faire plaisir parce qu'il s'était quand même accroché depuis 2 années. Il avait quand même enduré pas mal de choses. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a enduré? Vous êtes dur? Non, c'est pas ça du tout. Mais bon, on est passé par des phases. J'avais acheté un appartement, il m'a fait quand même tous les travaux à l'intérieur, donc il a été hyper courageux. C'est quand même. Je pense qu'il est assez. Je me suis préparé à cette émission, vous nous avez dit.
Vous avez eu cette phrase, si tu me retapes tout mon appartement, je viens de faire un bébé éventuellement? Non, ça c'est pas du tout. Ça s'est passé exactement comme ça, avouez-le. Surtout qu'à l'époque, c'était pas du tout la question. Et en fait... Enfin, c'est le papa, quoi. C'est comme chez les animaux, hein, qui préparent le nid. Ouais. C'est le chef de famille. Hein. Mais je pense qu'il a été assez convaincant comme quand je suis sortie avec lui et que j'étais pas du tout prête à faire ma vie avec quelqu'un. Là, il a été hyper patient, très convaincant et j'ai fini par accepter, quoi. Je pose la question à Françoise. Faire un enfant, Françoise, pour sceller une histoire d'amour, est-ce que c'est dans cet esprit que vous avez fabriqué ce petit dernier, comme on dit? Ce petit dernier, oui. Mathieu, salut oui, Mathieu. Oui, tout à fait, oui. C'est aussi pour sceller un deuxième mariage, puisque j'avais 4 enfants d'un premier mariage, un échec. Et un échec? Au bout de 4 enfants, on peut dire un échec? Oui, il n'y a pas de moment pour vivre un échec. Ah oui, mais sans ensuite... remettre en cause tout ce qui s'est passé pour autant? Non, surtout pas la naissance de mes enfants, ça c'est clair. Et ensuite j'ai rencontré mon mari, chose que je ne pensais pas, parce qu'avec 4 enfants, trouver quelqu'un c'était très utopique. Et puis, voilà. Et donc Mathieu est arrivé après 2 ans de galère pour l'avoir. C'est vraiment un petit dernier tout à fait voulu. Super désiré même. Ah oui, on aurait pu l'appeler Désiré, on l'a appelé Mathieu, mais oui. bon. Non, c'est Désiré les premières semaines, c'est sympa, mais après apporter, voilà, c'est ça, on y a pensé. C'est un peu plus compliqué. Christiane, qu'est-ce qui a réveillé votre désir de maternité juste avant 40 ans, hein? À 39 ans? 38, 39? Ce qui a réveillé, c'est une grossesse qui est arrivée sans me rendre compte. J'ai fait une fausse couche et de là, le désir de redevenir mère était violent. Après la fausse couche? Après 10 fausses couches. Après 10 fausses couches? Oui. En 2 ans. Sur 2 ans, j'ai fait 10 fausses couches. Donc après la première fausse couche, vous vous êtes dit, si, cette fois-ci, je veux en avoir un pour de bon? Oui, complètement. Et là, le désir d'être mère est revenu suite à cette fausse couche-là. Oui, puis il est revenu de manière intense. Hein, pour se bagarrer après autant de fausses couches, j'imagine que ça va être un courage incroyable. Oui, j'ai une toute petite anecdote. C'est à naissance de mon petit enfant. Avant ça, pendant ma grossesse, j'ai eu beaucoup de pertes. Je vais aux urgences. Et je me rappelle un geste, une infirmière qui vient, qui avait lu mon dossier, qui me dit, ma pauvre dame, je l'ai regardée avec un grand sourire, je dis, 100 fois je recommencerai, 100 fois, au bout j'aurai un autre enfant. Et comment elle a réagi, elle? Stupéfaite. Oui, et j'ai bien fait. Alors nous avons Sophia qui est avec nous. Où est-ce que vous êtes, Sophia? Je suis là. Bonjour Sophia, bienvenue parmi nous. Est-ce que vous auriez pu être une femme épanouie sans enfant, vous pensez, vous? Non, parce que pour moi c'était une évidence d'avoir des enfants et je pensais que ma vie ne serait pas épanouie sans enfant. Alors on va voir de quelle façon vous vous y êtes prise pour réussir à avoir un enfant, parce qu'on peut dire que vous vous êtes bagarrée, vous, hein, que vous avez été plus forte que la nature, même si je veux dire. Je voulais aller jusqu'au bout de mon rêve et pour moi, une vie de femme sans enfant, c'était pas une vie épanouie. Mais à quel âge ça vous a interpellé, cette évidence? Bien, je me suis mariée jeune, je me suis mariée à 20 ans, j'ai divorcé à 26 ans, donc là, il n'y avait pas ce sentiment un peu d'urgence. Comme pour Brigitte, j'imagine. Voilà, la vie a continué son cours. J'ai pas rencontré malheureusement celui qui, il doit être quelque part, mais bon. Donc après la trentaine, ma vie professionnelle a évolué et à 40 ans, je me suis dit si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Donc le problème c'est que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Comment vous en êtes rendu compte? En allant chez mon gynécologue, en faisant les examens, et donc j'étais en préménopause déjà. À 40 ans? Oui. Et comment vous avez encaissé la nouvelle? Ça a été très dur parce que pour moi c'était vraiment un... à 41 ans quand même, 50% des femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. Oui, je pense qu'il faut vraiment... C'est pas automatique, hein, j'ai l'impression. Alors pour les hommes, la question il ne faut pas penser, parce qu'on est tous là des femmes qui ont eu des enfants à 40 ans, que c'est une évidence et que ça peut être toujours facile. Je ne pense pas que ce soit vrai. Alors on verra tout à l'heure comment vous avez réussi à faire ces bébés. En les porter, tout en étant ménopausée, sans papa, et grâce à la médecine. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, un tour de magie. Félicitations pour Sophia, pour ces deux bébés déjà. Je vois la réaction de Virginie. Où est-ce que vous êtes, Virginie? Bonjour Virginie. Virginie, vous avez aujourd'hui 36 ans. Oui. Alors vous étiez déjà maman de 2 enfants. Oui. Et lorsque vous vous êtes retrouvée enceinte accidentellement, heureux accident, comme on dit dans ces cas-là, comment vous avez accueilli cette grossesse à 36 ans? Un peu choquée. Pour moi, ça commençait à être déjà tard.
Ça Mais commence à dans être quel tard. sens? Parce que c'était difficile à fabriquer ou pour les élever ensuite? Pour les élever, parce que arrivé à 50 ans, il aura 15 ans. Vous voyez, je vois déjà plus tard. Et pour moi, j'aurais dû faire beaucoup plus attention. Je m'en voulais. C'est arrivé à un certain âge, il faut arrêter. On doit passer à autre chose. Alors Sophia a eu ses 2 jumeaux à 43 ans. Hein. Ouais. Enfin, moi, ça me choque. Ça me choque. Franchement, ça me choque. Ses enfants auront 20 ans, elle en aura 63, elle sera à la retraite. Je pense qu'à un certain âge, à 63 ans, on n'est pas là pour élever des enfants. Ses petits-enfants, oui. Mais des enfants, ça fait tard. C'est culpabilisant ce que vous dites, hein, pour Sophia, pour Brigitte aussi. Je comprends, mais moi je l'ai vécu. C'est-à-dire du point de vue de l'enfant? Oui, puisque ma maman m'a eu à 48 ans, pratiquement 48 ans. Comment ça, votre maman vous a eu à 48 ans? Ah oui. Ma maman a accouché... Naturellement? Oui, tout à fait par accident. Elle s'en est rendue compte à 5 mois et demi de grossesse. Et il y a eu trop d'écart? Ah oui. Vous l'avez ressenti dans votre vie Oui. À partir de quel âge vous l'avez ressenti? De toute petite, toujours. Puisque mes frères, mon frère aîné, on a pratiquement 25 ans d'écart. Donc eux, ils avaient déjà leur vie. Vous en avez souffert? Ils avaient déjà leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, Brigitte? Ça vous choque qu'elle soit choquée? Non, ça ne me choque pas du tout. Qu'elle soit choquée, effectivement. Je pense qu'elle a mal vécu, peut-être parce qu'elle a eu des parents qui étaient vieillissants, effectivement. Et c'est vrai que moi, des fois, je me dis, c'est vrai, mes enfants, quand le plus grand aura 17 ans, j'aurai 60 ans. Ça pose des questions. On peut se poser des questions, oui. Est-ce que vous élevez ce jeune homme tout à fait mignon de la même façon que vous avez élevé vos 4 premiers? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est un autre rythme? Ah ben c'est un autre rythme. Ah bon? Pourtant il n'a pas l'air malheureux, il n'a pas l'air abattu celui-ci. Ah mais il est ravi, enfin il vous le dira peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il n'est pas du tout traumatisé. Mais on ne fait pas du tout les mêmes activités quand on a comme moi 58 ans avec un ado que quand on a 20 ans et des petits-enfants. Hein. Moi à l'heure actuelle j'élève aussi mes petits-enfants, enfin je m'en occupe, mais je suis une mamie, je suis une maman. C'est une femme aussi? Oh oui, tout à fait, à 100%. Oui. Mais on n'a pas les mêmes activités, c'est normal. Et pourtant, c'est vraiment un phénomène de société d'avoir des enfants de plus en plus tard. Oui. Je pense qu'il ne faut pas rêver qu'on n'aura pas les mêmes activités. Les mamans n'auront pas les mêmes activités avec leurs ados que si elles les avaient eues à 20 ans. Hein. Marie-France Morel, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes historienne, vous avez écrit une histoire de l'allaitement éditée l'an passé. On a l'impression que les couples se forment de plus en plus tard. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est un véritable phénomène de notre société actuelle? Oui, c'est vrai. Autrefois, notamment à la fin du Moyen-Âge, les femmes... Ah oui, autrefois, alors là, oui. On prend un grand souffle et on fait 1000 ans en arrière. Oui. Ouais. Mais cet âge au mariage, qui était l'âge en fait qui conditionnait la première grossesse, s'est élevé au cours du XVIIIe siècle. Et à la veille de la Révolution française, les femmes se mariaient vers 25-26 ans, ce qui n'est pas absolument tôt. Qu'est-ce qui fait qu'on attend de plus en plus tard aujourd'hui, à votre avis? Pour tout un tas de raisons. Je pense que d'abord, il y a les carrières, on n'a pas beaucoup parlé dans les témoignages jusqu'à présent. Les carrières, on va y venir. Oui. Le fait que les femmes, finalement, réussissent bien en classe, hein, elles sont meilleures que les garçons au lycée, ça on le sait maintenant, ça a été prouvé statistiquement. Et donc on ne voit pas pourquoi elles s'arrêteraient après le bac pour se marier comme on faisait autrefois. Autrefois, on se mariait facilement vers 18-20 ans. Et donc ensuite, elles entrent dans une profession et elles ont envie d'avancer, comme les hommes. Et de montrer qu'elles sont toujours les meilleures, comme au lycée. Absolument. Ouais. Et même s'il y a des plafonds de verre, elles y arrivent parfois quand même. Et donc à ce moment-là, elles se disent aussi qu'elles ont le temps. Elles sont jeunes, elles ont le temps. Enfin, quand on a 20 ans, on pense qu'on a toute la vie devant soi. Et donc elles ne voient pas effectivement que le temps passe. Oui, absolument. Annie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette envie des femmes de se réaliser avant d'avoir leur premier bébé? Au regard de votre vie, bien sûr. Non, parce que moi, j'ai eu mes premiers enfants très jeunes. Enfin, j'avais 25 ans. Donc, jeune, plus jeune que la moyenne. Hein. Voilà, donc j'ai eu des jumeaux à 25 ans. Et donc, finalement, la carrière s'est enchaînée après. Et j'ai pas eu l'impression de faire passer la carrière avant les enfants, puisque j'avais les enfants. Est-ce que ça vous a freiné pour avoir le troisième qui est arrivé quand même beaucoup plus tard? Le mot freiner, je crois que c'est peut-être un peu excessif. C'est vrai qu'on est pris dans l'emballement d'une carrière, et puis voilà, et les choses vont bien, et on se dit on a le temps, et voilà. Mais je crois qu'on peut tout faire ensemble. Hein. On peut tout faire Tout.
Qu'en pense Michel, qui est médecin? Bonjour, professeur. Vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris. Vous avez écrit ce bouquin, Le bonheur d'être mère, la grossesse après 35 ans précisément. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation sensible depuis le début de votre carrière? Je dis pas que vous êtes... C'est un phénomène flagrant puisque le nombre des grossesses à 40 ans et plus s'est multiplié par 3 en 20 ans. Donc il y a très peu, peu de phénomènes qui sont aussi forts. Alors tous les âges sont décalés. L'âge moyen des grossesses maintenant c'est 30 ans. Et ça s'est modifié très vite. Donc il y a, du fait des conditions, on les a abordées. C'est finalement, en regardant de près, j'avais travaillé pas mal ce sujet-là sur le bouquin, c'est moins la carrière. L'idée qui vient, c'est faire la carrière. Non, c'est travailler simplement après les études, mais c'est le candidat à la paternité qui manque. Ah bon? C'est ça le premier problème. Les femmes mûrissent moins vite, on le voit, mais les hommes encore plus lentement. C'est un vrai problème. Ah oui, là, parce que si ça continue, ça va plus être possible. Oui, eux n'ont pas ce problème, c'est ça, c'est injuste. Il n'y a pas de grande différence avec l'âge. Il y a d'ailleurs une baisse de la fertilité des hommes aussi. Très modérée. Oui. Alors que malheureusement, ce phénomène-là est mal connu. La fertilité des femmes diminue dès 35 ans. Elle n'est pas bonne du tout à 40 ans et les chances de grossesse à 45 ans sont infimes. Et ça, c'est un message fort parce que si les conditions sont réunies pour faire son enfant, il ne faut pas attendre parce que le grand risque de ces grossesses, c'est de ne pas y aboutir, de ne pas en avoir. C'est la fertilité. Moins que la grossesse qui, elle, se passe plutôt bien, avec quelques précautions. On aura l'occasion de voir ça. Comment s'est posée la question d'avoir un enfant alors à 40 ans après ces deux jumeaux qui étaient déjà... assez grand. Oui, les jumeaux avaient 16 ans. 16 ans. La question, c'est vrai, la carrière était bien... Ça se présentait bien. Voilà, ça roulait, on va dire ça comme ça. Et là, on se pose la question, je me suis posé la question, on s'est posé la question avec mon mari. Et on a mis à peu près 1 an avant de se décider, parce que c'est vrai que c'est quand même revenir à une activité un petit qu'on a bien connue et qu'on croyait révolue. Oui. Oui, surtout avec des jumeaux, vous imaginez les 14 biberons, à toutes ces choses-là, on se dit, mon Dieu, on va revenir sur les biberons et voilà. Et puis, au bout pourquoi ça a été plus fort que tout, que toutes les réticences? Parce que c'est tellement merveilleux que, voilà... Il avait tous ses cheveux sur la tête? Oui, il avait tous ses cheveux, Alexandre. Et je crois que quelque part en nous, on a cette envie. Et puis on a peut-être aussi l'envie de se dire, on a fait une carrière, mais on est quand même une femme et que la carrière, c'est pas la chose essentielle. Alors, mais attends, je précise que vous avez quand même des très grosses responsabilités. Vous êtes chef de service en pédiatrie. Comment vous avez concilié votre grossesse avec vos responsabilités? Alors justement, tout a été tellement facile que j'étais enceinte. Et à la différence de la grossesse des jumeaux, je veux dire, voilà, je me suis arrêtée un jour à midi et je suis allée à la maternité accoucher. C'était simple. Voilà, tout s'est tellement bien passé. Jusqu'au dernier jour? Absolument. En 1 heure de temps, j'avais basculé de la vie professionnelle à la maternité. Et voilà, tout était très bien. Alors, vouloir tomber enceinte, c'est quelque chose, c'est une envie. Le pouvoir en est une autre, selon l'âge. On l'a vu avec le médecin, on va le revoir. Une grossesse tardive n'est pas aussi simple qu'on pourrait nous le faire croire aujourd'hui, notamment à travers tous ces ventres ronds de stars qu'on voit à la une des magazines. Regardez notre enquête. Madonna, Brooke Shields, Julia Roberts et tant d'autres exhibent fièrement leur ventre rebondi dans les pages de nos magazines People. Faire un bébé à 40 ans semble être devenu une mode, pourtant ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. On voit arriver des patientes, des femmes qui ont 43 ans et qui disent « ben voilà, j'arrête ma contraception, je voudrais savoir comment va se passer ma grossesse ». Rien ne dit qu'on est âgé à 40 ans, au contraire. Je crois que les femmes à 40 ans, elles sont à la fleur de l'âge. Et puis non, pas du tout. Il y a des choses à l'intérieur qui se passent. Et là, le médecin, quand il vous met face à la réalité, c'est super difficile à encaisser. Alors, les chiffres de fertilité sont donnés par chance de grossesse par mois. À 25 ans, on est à 20%. À 40 ans, 6%. Et à 45, on n'a pas de chiffres, tellement les chances sont infimes. Moi, mon premier sentiment, ça a été de me dire « mais pourquoi j'ai attendu toutes ces années? Si j'avais su qu'à 40 ans, ce serait si compliqué, j'aurais réfléchi à 2 fois. » On est à un âge à risque. Ça, on nous le dit tout le temps. On vous fait bien comprendre que l'horloge biologique a tourné, vous en avez plus 20 et vous en avez
grossesse que pour les autres. Les grossesses tardives ne présentent pas que des risques pour le bébé. À 40 ans, les mamans font face à des problèmes de santé tels que l'hypertension ou le diabète. C'est le cas de Nadine qui a été hospitalisée depuis peu à cause d'une hémorragie. Moi, au départ, vraiment, je crois que je suis un peu inconsciente, c'est que je ne me rendais pas compte de tout ça. Moi, je suis arrivée, j'ai dit « Ah, bah tiens, on a envie d'avoir un enfant tous les deux, donc on fait l'enfant. » Et je n'ai pas réfléchi à tout ça. Donc, ma grossesse, donc je l'ai commencée à 39 ans. Elle avait très bien commencé. Et puis, fin du 5e mois, j'ai eu une très grosse hémorragie qui m'a donc obligée d'être hospitalisée, de m'arrêter de travailler. C'est vrai que tout devient un petit peu plus lourd et difficile. On a, mine de rien, un peu de rhumatisme, par exemple. Et puis sur la fin, on m'avait dit, oh là là, on se traîne, on ne peut plus bouger. Et je me dis, non, c'est pas possible, quoi. Et en fait, si, effectivement, j'étais mieux allongée. Là, j'attends quand même la fin de ce mois avec beaucoup d'impatience. Faites vos enfants jeunes, mesdames. Mais bon, il ne faut pas quand même oublier que la grossesse reste quand même une belle attente et il y a quand même cette perspective qui vous fait un tout petit peu pousser des ailes. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous touche à ce point? Bobo alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Christiane? Rien, ça fait drôle. C'est lié au risque qu'on a évoqué dans la première partie de cette émission. Qu'est-ce qui déclenche le désir autour de la quarantaine pour une femme d'avoir un enfant, un premier ou un petit dernier? Maintenant, on va évoquer les difficultés qu'on a pour avoir ces enfants et puis les risques aussi qui l'accompagnent avec notamment votre histoire. Peut-être qu'on va donner la parole à Sophia pour vous laisser respirer un petit peu. Hein? Sophia, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous avez fait un bébé, que vous avez porté complètement toute seule, tout en étant ménopausée. Oui. Expliquez-nous comment ça s'est passé exactement. Bien, donc lorsque j'ai su que je ne pouvais plus avoir d'enfant, j'ai eu la grande chance que ma sœur s'est proposée donc, de me donner un nouveau site. Et donc j'ai une jeune sœur de 30 ans, c'est vrai que d'abord j'ai essayé de me résigner pendant presque une année, j'ai essayé de me résigner de ne plus avoir d'enfant. Et vous n'en aviez pas hein? Non, j'en avais pas. Et le fait que vous n'ayez pas de compagnon, ça vous a freiné aussi? Ou pour vous c'était un problème secondaire ça? Hein, les hommes, finalement, à quoi ça sert, quoi, je veux dire, voilà. Non, j'aurais préféré, il se mariait, eu beaucoup d'enfants, mais malheureusement, on ne choisit pas. Donc là, j'ai automatiquement, bon, bien sûr, pour l'homme n'ayant pas de papa potentiel, donc j'ai eu recours à un don de sperme. Et... Donc c'est un double don? C'est un double don. Bon, don côté maman, don côté papa, voilà, c'est étonnant quand même. C'est un double don, mais c'est le don de ma sœur. Donc, génétiquement, vu que ma sœur se proposait, et c'est vrai que pour moi, ça a été la chose la plus magnifique. Ça a été vraiment le miracle. Et en plus, d'avoir cette sensation... parce que même si c'est pas le fruit d'une nuit d'amour, lorsqu'on m'a mis l'embryon, on m'a dit vous êtes enceinte. Bon, pour moi c'était waouh, c'était extraordinaire. C'est une petite préparation d'amour en fait. C'est pas une nuit d'amour, c'est un petit élixir d'amour. Je trouve qu'il y a quelque chose même de mieux parce que quelques heures après, vous le savez, donc vous attendez et vous sentez le pincement où l'œuf s'implante. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Vous connaissez ça, docteur? Oui, absolument. Ouais. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Incroyable quand même de se retrouver au milieu de deux dons comme ça. Je ne sais pas comment... C'est fou hein, ce qu'on peut faire aujourd'hui quand même. Et comment vont ces enfants aujourd'hui? Merveilleusement bien. Les deux petits jumeaux, c'est eux là? Voilà. Présentez-les-nous alors. C'est Alain à gauche et Mathieu à droite. Ils sont mignons Alain et Mathieu. Hein. Ça va faire rêver ça, Michel. Hein. Il faut quand même bien dire que c'est un rêve, mais c'est une situation archi-exceptionnelle. Ah, mais c'est possible. C'est possible médicalement, très difficile à réaliser dans la pratique, parce qu'il faut avoir recours. Ce qui ne marche pas finalement avec l'âge, c'est la cellule féminine qui est moins capable de donner un embryon. Et avec les méthodes classiques, y compris la fécondation in vitro, qui est lourde, et contrairement à ce qu'on croit, les chances de voir une grossesse ne sont pas bonnes. Donc le seul recours possible, c'est celui du don d'ovocytes. C'est très compliqué. Très limité. Est-ce que c'est légal? Parce que Sophia, vous avez fait tout ça en Suisse? Vous êtes non. Suisse? Je suis suisse, mais j'ai fait... Un grand bonjour à tous nos amis qui ne regardent pas la TSR. Mais non, j'ai dû aller en Belgique, parce qu'en Suisse, c'est pareil. Alors, un grand bonjour à ceux qui ne regardent pas la RTBF, évidemment.
J'ai dû aller en Belgique pour le don d'ovocytes et le don de sperme. C'est légal en France? Le don de sperme, dans ces conditions, non. Et le don d'ovocytes, légalement possible jusqu'à l'âge naturel de la fertilité, c'est-à-dire 50 ans, mais dans la pratique, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, ce sont des situations qui obligent... Même de sœur à sœur, comme ça, c'est quand même... Ça ne sort pas de la famille, je veux dire. Même. C'est même encore plus compliqué parce qu'en France, il faut ce qu'on appelle des dons croisés. On trouve une donneuse qui donnera ses cellules à une autre femme et de cette façon-là, on obtiendra des cellules d'une autre donneuse anonyme. C'est très compliqué le système en France, ce qui explique qu'il soit très peu efficace actuellement. Ah oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se mettre à votre place. Moi, Sophia, quand on vous voit comme ça, vous débordez de bonheur. Quoi. C'est quand même beau à voir, quoi, Michel. Mais vous êtes en train de vous dire, en tant que médecin, il ne faut pas trop faire rêver, c'est ça? Non. On se doit de décrire la réalité. Ouais. C'est pas toujours facile, on va le voir dans cet autre chapitre de notre émission. On va le voir avec vous, Christiane, si vous êtes revenue avec nous. Qu'est-ce qui vous avait touché pendant ce reportage particulièrement? J'ai vu mon histoire. Alors, mon histoire en deux parties, là. En deux histoires, j'ai pris conscience de tout le risque que j'ai pris, quand même. Alors, vous avez aujourd'hui 45 ans, vous avez un grand-fils qui a 19 ans. Oui. Et puis, vous avez décidé, donc, un peu avant 40 ans, donc, d'avoir un autre enfant. Je n'ai pas décidé. C'est toute l'histoire, mais enfin, à un moment, après, oui. Vous êtes accroché, vous avez eu ce désir de redonner la vie à nouveau, après ce grand de quelques années. Renan est arrivé, il a 6 ans, et il est né trisomique. Lorsque vous êtes retrouvé à 39 ans, enceinte pour de bon, cette fois-ci, après toutes les difficultés que vous avez traversées, toutes les fausses couches, la dizaine de fausses couches, est-ce que vous avez eu envie de le faire, ce test? Si j'ai eu envie de faire ce test, c'est tellement un miracle qu'il arrive déjà. Oui, non, mais alors, j'avais dit, c'était clair que je faisais ce test et j'avais pris la décision que si c'était un enfant handicapé, vu mon âge, je ne voulais pas... pour moi, pour cet enfant qui allait venir, et surtout pour mon grand, qui prenne la responsabilité de la charge de son petit frère handicapé. Là, vous êtes projeté à l'avenir. Vous vous êtes dit, peut-être que là, j'aurais pas suffisamment d'épaules pour pouvoir m'occuper d'un enfant qui... Oui, qu'est-ce qui peut m'arriver? On a plus... Voilà, je veux dire, c'est clair. Et ça s'est très, très mal déroulé. Donc, première amyosynthèse, pas assez de liquide amniotique. Donc pas possible de lire ce qui se passe? Pas possible de prélever. Ah, de prélever le... Simplement, déjà, de prélever. Je crois que c'était 4 semaines ou 5 semaines après le prochain rendez-vous. Et là, il y en avait beaucoup de liquide. C'était génial, mais c'est le bébé, à chaque fois qu'on allait passer le placenta, qui venait, qui poussait avec les mains, la tête. Donc c'est très dangereux pour l'enfant. Je suis restée 3 quarts d'heure sur la table. À un moment donné, à quel moment de la grossesse? J'étais enceinte presque de 6 mois et demi. Donc à un moment donné, le médecin a enlevé la grande aiguille. Et est allé piquer de l'autre côté où c'est que l'enfant n'y était pas. Et l'enfant, il a fait une cabriole, il s'est jeté sur l'aiguille. Et là, j'ai vu, et j'ai dit stop, on arrête tout. De toute façon, c'est mon enfant. Il est là. Que disaient les échographies? Alors, la première échographie disait nuque suspecte épaisse. Bon, c'est ce que ça veut dire normalement, ça. Nuque épaisse. Non, je veux dire. Moi, non. En termes de risque, je veux dire. Oui, non, mais oui, on me l'a expliqué par la suite, mais ça ne veut pas dire. Alors, le papa, il avait un cou très large. Déjà. Et le beau-père avait un coup de taureau, ce qu'on appelle, voilà. Donc déjà, bon, j'avais un espoir que ce ne soit pas ça. Maintenant, je dis un espoir. À cette époque-là, c'est peut-être pas ça, peut-être caché. Le médecin m'avait dit, oui, effectivement, nuque suspecte épaisse veut dire très gros pourcentage d'un enfant trisomique. Mais ne veut pas dire systématiquement trisomie. Moi, j'ai entendu ça, je crois. Et pas de nuque suspecte épaisse ne veut pas dire systématiquement pas trisomie. Pas trisomie non plus. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Et puis c'était le premier enfant de votre nouveau compagnon. Nouvel amoureux. Et puis le désir d'enfant. Puis après, un désir d'enfant, à un moment donné, je crois qu'on devient anesthésié, on devient sourd à tout ce qu'on peut nous dire, à ce qu'on peut... On l'entend, on l'écoute, mais on ne l'entend pas, voilà. Alors vous allez nous raconter votre accouchement, l'arrivée de cet enfant qui a 6 ans aujourd'hui. Qui va faire 6 ans, oui. Qui va faire 6 ans. Et puis il y a une surprise aussi. Il y a une surprise, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. On se retrouve juste après ce message de la rédaction. À tout de suite. Vous aimez votre conjoint, mais vous êtes aussi amoureux platoniquement d'une autre personne. Vous formez un couple à 3. Amoureux de 2 personnes, vous ne parvenez pas à choisir. Vous ne comprenez pas que l'on puisse aimer 2 personnes à la fois. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Jennifer. Les moqueries de ses camarades de collège l'ont traumatisée. Je passais ici en vélo et c'était vraiment, on dirait, un jeu pour eux le matin.
de me balancer des moqueries. Hein. Continue de pédaler, tu maigriras peut-être, ou enfin, toutes des insultes du genre. Avant de rentrer dans la cour de récré, je me rappelle que je faisais des respirations pour me mettre en condition. Seulement, je suis stressée. Et plusieurs fois, je me suis dit, Jen, reprends ton vélo et pars. Et aussi l'histoire de Céline, souffre-douleur de sa classe de collège. Le harcèlement qu'elle a subi pendant 4 ans l'a conduite à une tentative de suicide. Il y en a un qui est arrivé sur moi, qui m'a donné un coup de pied, qui m'a fait tomber par terre. Il y a 2-3 autres personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à me taper. Ils ont commencé à retirer mon pantalon. Donc je me suis retrouvée en culotte devant tous les autres élèves qui ne bougeaient pas. Et voilà, ils ont continué à me frapper. Donc je disais rien parce que de toute façon, ça ne servait à rien que je dise quelque chose. J'ai attendu que ça se passe et voilà. C'est Christiane qui nous raconte son histoire. Toute l'aventure d'avoir un enfant. Oui. Comment s'est déroulé cet accouchement? Quand on vous a posé votre bébé, comment vous avez réagi? On ne l'a pas posé. On ne me l'a pas posé. Lorsque j'ai accouché, on m'a pris mon enfant, on est parti avec mon enfant. On ne me l'a pas mis sur le ventre. Oh, bon. Et bon, zut. Et lorsqu'on est revenu, on m'a dit il est en parfaite santé. Il est vraiment va très bien, mais il a un petit truc en plus. Et là, quand il a dit un petit truc en plus, ça m'a fait tilt. J'ai dit, putain, trisomie. Le mot trisomie m'est revenu à ce moment-là. Et puis, il avait la petite face lunaire, le beau petit trisomique. Ouais. Il est mignon, hein? Oui, ah oui, il est mignon, toujours sourire. Presque toujours. Vous êtes tout de suite attaché à cet enfant ou est-ce que vous êtes repassé le film? Non, non. Non, j'ai pas pu le toucher pendant au moins 24 heures. On me l'a mis dans le berceau à côté de moi et... J'ai beaucoup culpabilisé à ce moment-là. Pardon. Oh, c'est passé maintenant, ça y est, vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah non? Non, c'est pas passé, je suis heureuse. Ah mon Dieu, je suis maman, c'est ma vie. Mais je ne vais pas dire qu'il n'aurait pas dû être là, parce que c'est faux. Parce qu'il est là, il est vivant, et il a sa place. Parce que moi je dis, en me déplaise à certaines personnes, il a sa place dans notre société. Mais c'est très lourd de conséquences pour après. Et déjà, lorsqu'on accouche, on se retrouve devant un inconnu en tant que maman. Et là, je me retrouvais devant un inconnu et devant l'inconnu. C'était terrible. Puis il ne bougeait pas, ni la tête, ni les bras, ni les jambes. C'était un petit légume, entre parenthèses. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous êtes en train de nous dire qu'avec le recul, vous pensez que ce n'est pas raisonnable d'avoir eu cette grossesse-là? Ce n'était pas raisonnable? Avec le recul, ce n'était pas raisonnable. Et pour lui, et pour moi, parce que j'ai mis ma santé en jeu aussi. Et que je ne le voyais pas tout ça. Alors là, à ce moment-là, je ne le voyais pas. C'est là, en voyant le reportage, que ça m'a fait un grand clash dans la tête, parce que j'ai mis ma vie en danger à ce moment-là. Mais attendez, il y a un truc que je n'ai pas compris, parce qu'il m'a semblé que vous n'êtes pas arrêté là. Voilà, mais il y en a un autre qui est arrivé, mon petit Erwan. Lui, il est arrivé comme une grande fleur. Le jour de mon mariage, parce que je me suis mariée après avec le papa, j'ai dit, oh là là, j'ai... C'est le papa qui est au milieu? Papa Noël, ça. Pardon, excusez-moi, oui, je le reconnaissais. Je disais, oh là là, le stress du mariage, j'ai de la nausée, j'ai tous les symptômes d'une femme enceinte. Et je l'étais, grande surprise. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 41, 41 pour la grossesse du petit dernier. Oui. Et comment vont-ils, ces deux enfants, aujourd'hui? Bah là, ils ont l'air contents. Hein. Voilà, mais ils sont comme ça tout le temps. J'ai mon petit ange, j'ai mon petit diable. Ça valait le coup? Ça valait le coup? Ça vaut le coup. On va parler dans cette troisième partie de comment, maintenant, si on se projette un peu à l'avenir, donc dans 10, 15, 20 ans, comment ça se passe? Alors, on ne parle plus des risques médicaux, mais on parle de gérer un adolescent quand on a autour de 60 ans. Autrefois, on parlait d'enfants de vieux. C'est pas très joli comme expression. Est-ce qu'on est vieux à 40 ans? On pense qu'on est vieux quand on n'a pas encore 40 ans. Mais dès qu'on a 40 ans, on le devient. Oui, mais on ne peut pas s'en rendre compte. Est-ce qu'on élève les enfants avec la même énergie à 40 ans qu'à 30 ans? Que pensent les enfants d'avoir des parents qu'on confond parfois avec des grands-parents? Ça vous arrive? Tout à fait. Bien sûr que ça m'arrive. Comment vous réagissez? Très bien, parce que je m'y étais préparée. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand on a 40 ans, quand on a un bébé, il arrive que quand il a 17 ans, on en a 17 de plus. Donc moi, je m'étais tout à fait préparée. Ça ne me gêne pas. Je pense que Mathieu, ça le gêne maintenant. Il vous le dira sûrement. Comment tu réagis, Mathieu? Ça te dérange plus aujourd'hui qu'avant? Avant, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant, ça me dérange. Parce que, je me dis quand même que les gens ils pourraient se rendre compte que c'est mes parents. Mais bon, à limite, je l'accepte, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça me gêne un peu. Mais bon, après, ça passe, quoi. On va voir comment ça se passe dans ce reportage. Peut-être qu'on en parlera plus facilement après s'être rendu compte de la façon dont vous vivez. Donc vous êtes retrouvée enceinte de Mathieu à 40 ans. Oui. Ce qui n'est pas si vieux. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas très simple, en revanche, dans la vie quotidienne, de comprendre exactement les goûts et les aspirations.
de votre enfant devenu adolescent aujourd'hui. Il est très très raisonnable, il est très classique, c'est un enfant que j'ai eu à 40 ans, c'est un enfant de vieux. Il faut dire ce qu'il est, c'est tout, moi je l'assume très bien. Donc c'est sûr qu'il a des goûts plus classiques parce qu'il n'a jamais vu son papa s'habiller en jeune. Hein, et moi m'habiller en mini-jupe ou en jeune pour vouloir me rajeunir. C'est vrai que je suis plus classique quand même que moderne. Quoi. Ça me plaît quoi. Puis bon, j'ai toujours été habitué à ce style de vêtements, quoi. Mathieu est le petit dernier d'une famille de 5 enfants. Il a 17 ans et Françoise, sa maman, en a 58. À la maison, l'atmosphère reflète cette grande différence d'âge entre Mathieu et ses parents. Tout le temps très calme, c'est une maison excessivement calme ici. Parce qu'on a des activités calmes, le mari sur l'ordinateur, moi à la broderie ou en train de lire, et Mathieu dans sa chambre. Bah oui, j'ai toujours senti le décalage dès tout jeune. On me faisait remarquer, on confondait mes parents avec mes grands-parents. Les gens ils s'imaginaient que c'était mes grands-parents qui venaient me chercher à l'école et ils me disaient « Ah tiens, c'est tes grands-parents ». C'est évident qu'on n'élève pas un enfant pareil à 40 ans qu'à 20. Moi, j'en ai bientôt 58, et je ne peux plus faire les mêmes activités. S'il avait envie et qu'il nous dise demain allez, les parents, vous venez, on va aller faire des loopings ou faire ci ou faire du saut à l'élastique, non, c'est non. Petit, il venait avec nous voir, que ce soit Yves Duteil ou Daniel Guichard, il venait les voir en concert. Je faisais charrier, c'est assez clair. Donc je faisais un peu vieux, quoi, même si j'étais un enfant, quoi. J'avais vraiment des goûts de vieux, quoi, par rapport aux autres. Moi, je pense qu'il y a de Mathieu, quand même. Je me sens pas du tout pareil avec mes parents qu'avec mes potes, quoi. Il y a vraiment, mais rien à voir, quoi. Mathieu se confie peu à ses parents à cause de leur âge. Seuls ses amis, comme Elodie, le connaissent vraiment. Mes parents, ils savent pas comment je suis avec mes potes, comment je vis avec mes amis, dans quel style de vie je suis. Ils connaissent pas tous ceux que je rencontre en dehors et au lycée. Tes parents connaissent rien. Ouais, ils connaissent rien, ça c'est clair. T'as l'impression que ta mère te comprend pas parce que t'as eu à 40 ans. Enfin, ce que tu vis, t'as l'impression qu'elle pourrait pas comprendre ce que tu vis. Ils peuvent pas me comprendre parce qu'ils sont... Ils sont trop vieux. Ouais, ils sont trop vieux par rapport à moi, quoi. Ouais. C'est comme si, franchement, t'avais parlé de tes problèmes avec ton copain, à ta grand-mère, quoi, parce que c'est à peu près ça, quoi. Mathieu a plus de 20 ans d'écart avec son frère aîné et 10 avec sa dernière sœur. Dès l'âge de 8 ans, il s'est retrouvé seul avec ses parents. Mathieu a souffert d'être élevé comme un enfant unique. Peut-être grand temps qu'à 17 ans, je puisse faire mon café tout seul, quand même. Ça, c'est un tir proche. Ça veut dire, maman, tu m'as trop couvé. Mais c'est clair, j'étais chouchouté, quoi, c'est clair, mais c'est sûrement parce que j'étais le petit dernier. Ouais, voilà, ouais, tout à fait aussi. C'est normal, quoi. Ouais. Alors, la différence entre l'aîné et le petit dernier, on pourrait penser que c'est le papa. Ouais, c'est clair, on pourrait trop penser que c'est mon père, quoi. Est-ce que pour toi, ça a été dur d'être élevé comme un enfant unique? C'est vrai que des fois, je me sentais un peu seul, quoi. Puis surtout que je dois savoir qu'au fond de moi, j'avais des frères et sœurs et qu'ils pouvaient être là, ils auraient pu être là pour moi, on aurait pu faire des choses ensemble et qu'ils n'étaient pas là, quoi. Mais un petit dernier qu'on a à 40 ans, c'est automatiquement un jour ou l'autre un enfant unique. Même s'il y a un côté égoïste dans la chose, si c'était à refaire, je le referais à 100%. Donc c'est pas seulement avoir... C'est pas seulement avoir des parents qui sont un peu plus âgés que les autres, c'est se retrouver enfant unique. Qu'est-ce qui est le plus pesant pour toi, Mathieu? Le fait d'avoir été élevé seul, quoi. Mes frères et sœurs, c'est clair qu'ils me manquaient, quoi. Je me sentais vraiment seul, quoi, à la maison, quoi. Là, c'est la même problématique qu'un enfant unique, même si ta maman avait eu 25 ans au moment où elle t'avait eu, en fait. C'est comme si j'étais un enfant unique. C'est exactement pareil. Et en plus de ça, un enfant qui est élevé dans un milieu plus calme, qu'est-ce que vous diriez, madame, vous? Ah bah oui, d'abord, de nature, nous sommes des gens calmes. Oui. En plus, parce que, moi, j'étais auxiliaire puéricultrice, donc je me suis occupée d'enfants toute ma vie. Et je pense qu'un enfant, il a besoin de calme. Un enfant, ça reproduit ce que ça voit. Donc pour avoir un enfant calme, déjà, il faut commencer par l'être. Donc vous avez projeté de faire un enfant calme, si j'ose dire? On a essayé, je crois qu'on a bien réussi. Bon, ça vient aussi attention du au feu qui dort. Hein. C'est vrai. Non, sous l'eau. Je pense que c'est la crise d'adolescence, il me l'a faite déjà. Je crois que je suis petite, mais elle est faite, donc je pense que je suis tranquille. Est-ce que tu ménages spécialement tes parents parce que tu as l'impression qu'ils sont un peu plus âgés que les autres? Faut pas exagérer, Jean-Luc. Si, j'essaye un peu de les ménager, quoi, parce que
j'aide un peu plus à la maison, ce genre de choses. Petite fille, madame. Hein. Oui, bien sûr. J'essaye d'être de plus en plus autonome. Et c'était ma sœur qui me l'a fait remarquer qu'il fallait que j'aide de plus en plus mes parents, quoi. De toute façon, maintenant, tu as 17 ans, donc... Ouais, bah oui. Il fait le café tout seul, vous avez Il fait le café tout seul, ouais. Il ne me porte pas au lit encore, mais ça va venir. Virginie, ça vous rappelle des souvenirs? Oh oui, la même vie, j'ai eu la même vie. Vous étiez comme une enfant unique? J'ai été élevée comme une enfant unique, mais avec des frères et des sœurs au-dessus. De combien de différences d'âge? L'aîné, 25 ans d'écart. Et le dernier, avant moi, 12 ans d'écart, qui lui était parti, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu avec lui, puis à 14 ans, il est parti en école militaire. Donc j'ai vraiment été élevée en enfant unique. Mais je retrouve la même vie, parce que j'étais aussi une enfant calme. Je crois qu'automatiquement, on est plus calme parce qu'on sait que nos parents sont âgés, donc on n'ose pas les bousculer. Mais on ne comprend pas de quelle façon vous en avez souffert, parce qu'en plus, vous avez fait la même chose, si j'ose dire. Oui. Vous en avez souffert vraiment? Ah ouais, oui, parce que les autres enfants à l'école, je pense que tu pourras le dire, nous le font remarquer qu'on est des enfants de vieux, de personnes âgées. Ils voient très bien qu'à la sortie, en 6e, j'ai complètement loupé ma 6e parce que là, les petits copains de classe ont vu mes parents et toute l'année, j'ai eu droit à une petite chanson, une petite litanie qui revenait, comme quoi mes parents, c'était mes grands-parents, c'était des vieux, et ça m'a gâché la vie. J'étais en décalage, les goûts vestimentaires. On était en décalage. Mes parents ont vécu... Par exemple, vous vouliez vous habiller comment? Vous habillez comment? Dans les années 80, vous avez connu. Les années 80, bien sûr, j'ai connu, malheureusement. Oui. C'était la mode des jeans serrés, les t-shirts, les kicks, les machins. Ben non, moi j'avais droit aux jeans larges de Pépère. J'étais propre, bien habillée. Les pulls, tout ça. Pulls tricotés, à la maison. Donc, avec amour. Avec amour, toujours. Et l'amour est toujours... Mais ça n'a pas été... Franchement, moi je suis arrivé en 6e aussi avec un pull tricoté par ma mère et j'ai eu la honte aussi et pourtant... Ah oui. Bah oui, mais là, pardon, maman, évidemment. Il y avait l'âge en plus, il savait il fallait que je dise un jour, de toute façon, merci madame d'avoir dit. Mais mes petits copains de classe savaient que j'avais des parents âgés, donc ça a mis une pression en plus, donc j'étais à l'écart. C'est pas comme si vos parents n'ont pas la voiture qu'il faut et de toute façon on trouve toujours un moyen de se moquer des autres élèves, non? Mais là, de se moquer de ses parents, ça touche, hein, parce qu'on a envie on les protège. On les protège plus que s'ils avaient été plus jeunes, je pense. C'est ça, Mathieu? On a envie de... Moi, je dirais qu'il n'y a pas que des enfants qui pensent. Il y a des adultes. Moi, j'ai une anecdote. À la naissance de Mathieu, mon mari avait fait un pot à sa société et il y avait une secrétaire très, très lourde. Peut-être qu'elle regardera l'émission et qu'elle se reconnaîtra. Qui a dit vous 3 souhaitez, fois, visiblement. Oui, qui a dit 3 fois, qui nous a dit 3 fois, alors qu'on avait Mathieu avec nous. Mais vous faites un pot parce que c'est votre petit-fils. Mon mari lui dit non, mon fils. Non, votre petit-fils. Et ça a été 3 fois de suite très lourd. Donc il n'y a pas que les enfants qui ne se font pas de cadeaux. Hein. Mais bon. Mais Mathieu, il est mignon comme tout, il rentre dans l'âge oui, et puis moi, je n'influence pas ses goûts. Vous disiez au niveau vestimentaire, moi, si Mathieu veut s'habiller moderne, c'est le cas moi, je suis hein. tout à fait d'accord qu'il s'habille moderne. Le tout, c'est qu'il soit correct. Moi, je suis très... Non, le tout, c'est qu'il m'explique ce que ça veut dire moderne, c'est ça? Non, il y a plein de choses modernes qu'il met, hein. Mais bon... un petit jean taille basse avec lequel sont bien visibles, alors ça vous... là, non. Ah, non. Est-ce que vous vous habilleriez comme ça? Non, mais j'ai plus l'âge de Mathieu, madame, quand même. C'est l'image. Vous me voyez avec les yeux de l'amour, madame. Mais c'est l'image que l'on reflète, quel que soit l'âge, on doit refléter une image correcte. Mais la mode, c'est la mode. Ouais, mais toute mode n'est pas forcément bonne. Alors, je parle beaucoup de ma famille. Quand j'étais petit, je disais à ma grand-mère, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me disait, si c'est la mode. Ouais, moi pas. Alors, c'est que je suis pas encore une maman assez moderne. Ouais. Mais le jean taille basse, non. Vous habillez comment à 20 ans? De votre époque, à votre mode. À 20 ans. J'étais quand même correcte. J'ai toujours reflété une image correcte. Si c'est correct. La mode actuelle est quand même correcte. Ah, mais ça, c'est aussi une question de goût. Moi, j'admettrais pas que mon fils, s'il veut traîner dans sa chambre avec un jean taille basse où on lui voit la moitié des fesses, c'est son problème. Il est dans son domaine, mais pas partout. Vous regrettez d'avoir eu Mathieu à cet âge-là plutôt que plus tôt? Pas du tout, je ne regrette pas du tout. Mais je dirais quand même qu'il y a... Est-ce qu'il y a un peu d'égoïsme? Voilà, il y a une part d'égoïsme quand on décide de faire un enfant à 40 ans. Ça, c'est certain. Et nous, avec mon mari, on a galéré pour l'avoir. Nous, on s'était dit qu'à 43 ans, c'était terminé, qu'on n'irait pas au-delà. Parce que justement, travaillant au milieu médical, peut-être que j'étais un peu plus sensibilisée par les problèmes. Et je ne voulais pas aller au-delà. C'était très clair. Moi, je dirais aussi que finalement,
Un enfant qui arrive un petit peu plus tardivement, il bénéficie aussi, en l'occurrence, Alexandre bénéficie d'avoir un frère et une sœur plus âgés, avec qui il passe beaucoup de temps. Mais là, avec 15 ans d'écart, 16 ans, ouais. 16 ans d'écart, ils arrivent à trouver une complicité, à passer du moment ensemble. Fabuleuse, fabuleuse. Est-ce que moi, je ne fais plus trottinette? Alors j'adore, mais moi, je ne fais pas la trottinette. Alors peut-être qu'il y a pas de trottinette avec... Est-ce qu'il y a une pointe de culpabilité à avoir des enfants, non pas à l'âge où on les a, mais quand on se projette dans l'avenir? Non, moi, j'ai jamais eu de culpabilité. Le vieillissement, non, ça me fait pas du tout peur avec mes enfants. Mais je pense quand même que c'est à nous, parents, quand on a des enfants après 40 ans, c'est à nous, parents aussi, de s'entretenir. Oui, c'est valable pour les papas aussi, hein, j'en profite pour garder vraiment une image physiquement correcte pour ses enfants. Je pense que c'est très important de faire des efforts là-dessus. Est-ce qu'on est une meilleure maman avec l'expérience? Oui. Moi, je pense que je suis meilleure maman maintenant que je ne l'aurais été plus tôt. On a le décalage, oui. Merci d'avoir été avec nous, nous avons apporté tous vos éclairages. Merci, monsieur, merci, madame. Et à la prochaine fois. Merci, Mathieu, pour votre témoignage.